À l'heure de la Smart City, s'interroger sur la ville, c'est aussi vouloir s'interroger sur le fondement de cette ville. Pourquoi la ville ? À l'origine, la ville trouve sa signification dans l'univers rural, puisque l'étymologie latine renvoie à la villa, c'est-à-dire à la ferme, et plus tardivement à la maison de campagne. C'est dans la période gallo-romaine que la notion de ville devient collective et évoque alors un ensemble de fermes regroupées. Par suite, vivre en ville ou vivre à la campagne désigne deux façons bien distinctes d'habiter le monde. Deux manières d'être au monde, comme dirait Heidegger, et de l'occuper. Cependant, à la genèse de la ville se trouve un geste agricole, celui qui, du latin colere, désigne l'acte de creuser un sillon afin de cultiver la terre, mais aussi de tracer le premier cercle qui enserre la vie cultuelle, trace le lieu du sacré, où sera bâti le sanctuaire religieux en le soustrayant à la vie naturelle, pour en faire un espace répondant à ses propres lois. Le premier cercle, la vie cultuelle, le sacré, et à l'extérieur, la culture. Effectivement, les premiers hommes ont d'abord été nomades, chasseurs, cueilleurs, et pour les peuples itinérants, les seuls points de sédentarisation sont ceux destinés aux morts. Comme le souligne très justement Paul Blanchard, le premier espace, avant d'être celui d'une ville, n'était qu'un trajet jalonné par les tombes. Autour de ces lieux sacrés, ou consacrés plutôt aux défunts, se tissent des liens. Les hommes s'accordent un répit pour des célébrations, mais également pour se ressourcer, pour communier avec le divin, leurs défunts et entre eux. Les Étrusques avaient au préalable pour coutume de consulter les dieux afin de savoir s'ils étaient favorables à la construction d'une ville en un lieu bien précis. Puis ils cherchaient à en déterminer l'orientation, à déterminer les grands axes, etc., ce qui impliquait de procéder à une limitatio, à savoir creuser un autre sillon, extérieur au premier, qui faisait office de ligne de protection. Le monde de l'homme était ainsi délimité, enclos, avec son cercle central attestant du sacré, puis un second plus large qui délimitait alors les murs de protection. L'intramuros désignant alors le lieu de la vie des habitants, une totalité, un dedans qui vivait en autarcie, et l'extramuros qui déterminait ce qui était extérieur à la ville, ce qui était l'espace dans lequel ou à partir duquel les hommes devaient apprendre à se protéger. L'intérieur, c'était la totalité, le dedans, où on trouvait des habitants avec des maisons et des commerces, et l'extramuros, qui était souvent délimité par des remparts, c'était ce qui déterminait l'espace qui ouvrait aux champs et aux cités voisines. C'est entre 8000 et 5000 avant Jésus-Christ qu'une division s'opère entre les chasseurs-cueilleurs et les chasseurs-agriculteurs, donnant ainsi naissance aux villages intégrant les tombes. Gordon Shield évoque pour expliquer cette période le terme de révolution urbaine, qui correspond au développement de l'agriculture, couplé à un phénomène de sédentarisation. Cela atteste aussi d'une nécessité, celle pour la ville de s'enraciner. Ainsi, les hommes pourront par l'agriculture et en augmentant leur production, stocker les surplus alimentaires et créer des lieux d'échange, ce qui aura pour conséquence l'augmentation de la densité de la population. C'est à partir du Moyen Âge que la ville représente l'agglomération urbaine, résolument pensée. Elle se distingue alors du traditionnel village et désigne plutôt un espace urbs constitué de maisons, d'édifices, peuplés d'habitants raffinés, éduqués, polis, les urbains. Ainsi, la ville était déterminée par ses rites et les soucis originels de nourriture et de production. Néanmoins, elle allait également rapidement se pourvoir d'institutions et devenir une entité politique peuplée de citoyens. La civitas, qui associée à la civilitas, allait aussi désigner la sociabilité, la courtoisie, les règles de la civilité. Chez les Grecs, le terme de polis implique non seulement la ville, mais aussi le lieu de l'exercice du politique comme activité. Il s'agit, comme le disait Jean-Pierre Vernant dans Mythes et pensées chez les Grecs, d'un domaine privilégié où l'homme s'appréhende comme capable de régler lui-même, par une activité réfléchie, les problèmes qui le concernent au terme de débats et de discussions avec ses pairs. Cette entreprise requiert l'implication des citoyens,
et intègre alors la question de gouvernance. Au cœur de la cité, le pouvoir devient anthropologique, du grec anthropos, à savoir homme, et logos, élaboration rationnelle. Ce qui revient à dire que le discours, le logos, sur l'homme se veut politique, dans la mesure où il rejoint la polis, la cité, et la nature des êtres qui la composent. Le politique intègre un art de la parole qui permet de régler les problèmes de la vie en collectivité par l'exercice de la démocratie, afin d'éviter la violence qui fait régresser les individus vers leur animalité première. Alors, à l'origine de la ville, on comprend bien que se trouve, ou en tout cas se réalise, l'espace institutionnel. Là où on va trouver des lieux d'échange, des lieux de discussion entre les hommes. Et ce sera pour les Grecs l'agora.